THE, People Around the Technology. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast THE Spotlight. Et aujourd'hui, on va parler iPhone 16e. Bonjour messieurs, bonjour Seb. Bonjour à tous. Bonjour Locan. Coucou tout le monde. Vous attendez, je sais que vous l'attendez, la petite intro. Je vais commencer par Locan. Ce n'est pas le youtubeur et encore moins l'Instagrammeur, mais bien le citoyen du monde que nous accueillons aujourd'hui. Il a trouvé le temps entre deux avions de venir nous voir pour cet épisode. Il arrive à faire en 24 heures un marathon, 6 vidéos, 3 tests de sac à dos et il trouve encore le temps pour faire 17 stories avec son chat. Les chercheurs du monde entier ne comprennent pas son rapport au temps. Marty McFly est jaloux de ses journées. C'est Locan. Rebonjour Locan. Elle est trop bien cette intro. Je l'ai travaillé hier soir avant de dormir. Absolument génial. J'aime que tu penses à moi avant de dormir. Sans commentaire. C'est le formateur préféré de ton formateur préféré. La légende raconte que quand il part en vacances à l'étranger, il prend la place des guides touristiques pour faire lui-même les visites des monuments historiques. Ouais, dans quelques années, il rendra obsolètes toutes les intelligences artificielles. Intelligence, ça commence très bien. Artificielles pour lancer la sienne. C'est notre formateur Apple, Sébastien Konak. Bonjour Seb. Et bonjour Locan, bonjour Brice. Ça va? Très bien, très bien. Deuxième épisode de l'année. On a un peu stylisé le décor. Hein. On voit qu'il commence à y avoir des moyens, des gros moyens. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, vous avez eu des retours sur le premier podcast filmé qu'on a fait. Est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont dit j'aime bien, j'aime pas, il faudrait faire des choses plus avec vos têtes, des choses comme ça? Vous avez des retours? Non. J'ai pas eu de retour avec des trucs plus avec nos têtes. Les gens nous écoutent plus, je pense. Il faut qu'ils prennent l'habitude qu'on est aussi sur YouTube. Tout à fait. Et qu'ils peuvent aussi regarder nos vidéos et nos petites têtes en plus de nos voix absolument suaves et charmantes. C'est des vidéos qui seront revues dans le temps. Parce que quand on prend des chaînes en cours, en règle générale, moi je fais beaucoup ça. Quand je découvre une chaîne, après, évidemment, je prends l'actu et puis je remonte le temps pour revoir les premières vidéos. Tu as une machine à remonter le temps, c'est formidable. Ça explique, ceci explique cela. Mais on a fait plus d'écoutes, on avait plus de vues sur YouTube que sur Apple Podcast. Parce que sur les différentes plateformes d'écoute, on a fait à peu près 380 écoutes et sur YouTube, quasiment 600 vues. Donc on est à 1000 grosso modo, mais YouTube a bien mieux marché. Fort. Ouais. Très, très et fort. la chaîne YouTube se développe bien. Alors on n'a pas. J'ai envie de dire tremble, Jeff Rogan. Hein Monsieur Beast, si tu nous regardes, voilà. Avant de commencer, messieurs, on va remercier les partenaires de cet épisode qui rendent ce podcast possible, Belkin, Logitech et Lassie, donc merci à eux. Et on va également remercier les sponsors de Locan, sans qui ils ne seraient pas là aujourd'hui. Air France, Lufthansa, Qatar Airways, la mairie de San Diego, les taxis G7, le duty free de l'aéroport de Francfort, les casquettes Patagonia, Google Maps, le club de remise en forme, les amis du biceps enflammé à Jouan-les-Pins et bien évidemment Instagram Shopping. Oh, le con. Remercions également les sponsors de Sébastien, Nintendo, Atari, Dreamcast, l'ami des brocanteurs des produits Apple les 3e dimanches de mars, copain d'avant Génération 72, les prothèses auditives Audica, le fan club de Valéry Giscard d'Estaing, la bibliothèque municipale de Croix-Dorade et bien évidemment le Larousse médical des cartes graphiques au XVIe siècle. C'est tout à fait ça. Une petite erreur, c'est sur la génération 70 et non pas 72. Excuse-moi, j'ai toujours tendance à confondre ton âge. Non, mais ce qui est énorme, c'est qu'en fait, tu nous as moins. fait une double intro, quoi. Ouais, c'était, je vous ai dit, une petite surprise. C'était pas une intro, c'était un petit... Tu te dis, c'est bon, c'est passé. Il y a un vrai talent d'écriture. Bah oui. Voilà. Avant de dormir en plus. Bon, allez, fini la galéjade, messieurs, on est là pour parler d'un sujet sérieux. L'iPhone 16e est là, on est aujourd'hui le 28 février, c'est le jour de sa sortie, il est 10h50, l'iPhone est sorti officiellement il y a 50 minutes en magasin, juste en dessous de nous. On l'a en dessous? On l'a en dessous, bien sûr, mais bien sûr qu'on l'a. On l'a en démo, on l'a partout, donc on est extrêmement content de l'avoir. Il a été annoncé la semaine dernière, on s'attendait à un iPhone SE nouvelle génération, et il s'appelle 16e. La différence est très importante, messieurs, puisque ce n'est pas la suite de la gamme SE, il fait bien partie de la gamme iPhone 16. Alors, rentrons de plein pied dans le vif du sujet. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu cet iPhone? Je crois que Seb, tu as un avis qui n'est pas piqué des hannetons. C'est vrai, mais évite d'utiliser des expressions trop jeunes parce que je suis pas toute cette actualité sur les réseaux sociaux. 70. Exactement. Alors, j'ai eu un avis bien... Tu as dit comment? Bien tranché? Pas piqué des hannetons. Pas piqué des hannetons, ouais. Non, j'ai eu un avis plutôt positif. Alors, on va faire vite ce qui fâche. Ce qui fâche, tout est relatif, surtout venant de moi. Le tarif est évidemment quand même en forte hausse, donc on parlera d'entrée de gamme. Chez Apple, on peut rarement parler de bas de gamme. Mais comme chez toute marque, je donnais l'exemple l'autre jour lors d'une formation, quand vous allez chez Ferrari, l'entrée de gamme, la Roma, je crois, doit se situer aux alentours de petits 200 000 euros. La Roma, qu'est-ce que c'est la Roma? La S-Roma? Roma, la ville de Rome, et le modèle d'entrée de gamme de Ferrari, la Roma, doit être aux alentours sans option de 160, 180 ou 200 000 euros. Donc, la notion d'entrée de gamme est toute relative. Tout dépend du type de gamme que l'on vend. Donc, effectivement, ce nouvel iPhone 16e est un peu plus cher que l'iPhone SE
qu'il le remplace, entre guillemets. Et le petit reproche que je ferais sur cet appareil, la petite mesquinerie, mais c'est la petite Apple Touch négative, c'est l'absence de MagSafe. Alors, totalement. qui en soi n'est pas, voilà, ça risque de pas changer la vie de beaucoup de gens clients de ce produit-là. Par contre, j'avoue que c'est dommage parce que c'est un signe très très distinctif. Aujourd'hui à la télévision, on voit de suite qu'il y a un iPhone parce que grâce à la coque que la plupart des gens choisissent avec le petit symbole du MagSafe en quelque sorte, on analyse de suite, on capte de suite la présence parce que les appareils photo ça veut plus dire grand-chose. Beaucoup d'appareils asiatiques ont copié un peu le design. Apple peut parfois aussi se diriger vers des designs qu'on a déjà vus ailleurs. Donc, c'est pas ce qui est distinctif. Alors que MagSafe, c'est vraiment le truc très distinctif. C'est un peu dommage qu'il ait été abandonné pour cet appareil pour l'instant. Tu as employé le mot mesquin. Tu trouves qu'ils vont trop loin? Est-ce que tu trouves que Apple est mesquin sans frontières? Oh, c'est bien vu. J'aime beaucoup. J'attendais 2 minutes Mesquin pour la sans placer. frontières. J'attendais 2 Pas minutes. forcément, parce que si on regarde aux États-Unis, le prix est très bien placé. Mais effectivement, ils peuvent être mesquins avec frontières, par contre, quand ils vont venir en Europe, dû aux frais de transport, aux frais de localisation, aux droits de douane, qui risquent d'ailleurs malheureusement de bouger ces prochaines années ou prochains mois, et à la TVA. Parce qu'on oublie de dire que quand les gens vous disent « Ah oui, mais aux États-Unis, il est vendu $499 », oui, hors TVA, que vous payez selon l'État, plus ou moins, et que de toute façon, il faut bien payer chez nous. Donc, le prix n'est pas complètement décorrélé du tarif d'un pays à l'autre, décorrélé des contraintes locales. Et juste, pour terminer, et pas faire trop long, tu m'as lancé sur les défauts et les qualités, mais tu avais relevé une chose dans ton introduction qui était très juste. C'est un successeur du SE, il le remplace parce que le SE n'est plus disponible, notamment parce qu'il y avait une prise encore Lightning dessus. Mais ce que laisse à penser ce nouveau nom, avec un chiffre, c'est qu'il pourrait donc y avoir maintenant des 17E, des 18E, des 19E, et ainsi de suite, et non plus un modèle qui s'étire pendant des années, comme le SE qu'on a connu de 2012 ou 13 à nos jours, avec des modèles très disparates et qui ne voulaient pas dire grand-chose. Quand quelqu'un me dit « j'ai un SE à vendre », il a quel âge? Il a 6 mois, il a 5 ans, il a 10 ans, voilà. Locan, tu n'hésites pas si tu veux intervenir. Hein. On va te couper la parole, Seb, parce que voilà, je Il te faut coupe me juste couper l'herbe la sous parole. le pied avant de donner la parole à Locan. Il y a 2 éléments. Tu as dit effectivement, comme je l'avais dit, on reviendra sur le fait que c'est dans la gamme iPhone 16 maintenant. On a des jolies bâches en magasin où il y a la famille iPhone 16. Et effectivement, on est le 28 février. On a vu depuis hier que c'est pas l'objet de ce podcast, mais on parlera effectivement, on essaiera de faire une petite ouverture à la fin de l'épisode sur comment ça peut avoir un impact, les tarifs. Il y a une espèce de guerre commerciale qui se lance avec les États-Unis, où le père Trump a annoncé 25% sur tous les produits, donc on verra si on a un début d'élément de réponse là-dessus. Locan, tu peux enfin parler après 7 minutes 43 de Sébastien. Quelle a été ta première réaction quand tu as vu cet iPhone 16e? J'ai pas compris le placement tarifaire en fait du produit. C'est-à-dire qu'il est effectivement cher. On s'attendait à ce qu'on ait un nouveau iPhone SE. On s'attendait à ça et comme très souvent avec les rumeurs, en fait, on s'attend à un truc et parfois c'est bon, parfois c'est autre chose. Et donc là, du fait qu'on s'y attendait, moi en tout cas, j'ai eu un semblant de déception de me dire mais pourquoi c'est un iPhone 16e et pas SE, puisque déjà le nom, on s'attendait à ce que ça reste SE. Très clairement, quand on regarde les caractéristiques, on se rend bien compte qu'Apple veut avoir un iPhone d'entrée de gamme ou moins cher dans la gamme iPhone 16, mais ça reste un iPhone 16, mais il y avait plusieurs challenges pour Apple. Là. Le premier, c'est d'avoir toute sa gamme compatible avec Apple Intelligence. La partie Lightning USB-C, foncièrement, ils s'en foutent un petit peu, sinon ils auraient fait comme les AirPods Max, ils auraient remplacé l'iPhone SE avec juste un port USB-C à la place du Lightning, et ça passait très bien. Le sujet là, c'est effectivement l'arrivée d'Apple Intelligence. Donc on a une puce A18 qui arrive sur ce nouveau téléphone, comme sur le reste de la gamme iPhone 16, alors que c'est une A18 Pro sur l'iPhone 16 Pro. Donc c'est très bien en termes de performance, ça va faire une vraie grosse différence. L'autre grosse différence, et très grosse différence, c'est l'arrivée de 8 Go de mémoire unifiée sur cet iPhone, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc en termes de gain de performance, ceux qui s'attendent à un iPhone SE vont être très choqués parce que réellement ça n'a rien à voir en termes de qualité d'écran, en termes de performance et en termes de possibilités non plus. Tu peux nous expliquer un peu ça? Parce que pour le monsieur et madame tout le monde, on achète un iPhone, on dit, moi je veux de la mémoire, mais c'est vrai que la RAM, les 8 Go dont tu viens de parler, on ne sait pas trop, en fait, ça change quoi au quotidien? Comment on se repère par rapport à ça? Alors du coup, c'est plus de la RAM, justement, je te reprends dessus parce que c'est un tic de langage, entre guillemets, qu'on a de la part des ordinateurs à l'époque, mais il n'y a plus de RAM dans un ordinateur aujourd'hui. RAM, c'est Random Access Memory pour les plus techos d'entre nous. C'était la mémoire qui servait de tampon si vous voulez, quand vous demandiez
une action à l'ordinateur. Donc, c'est ce qui servait au processeur. Je vulgarise extrêmement. Seb prend une grande bouffée d'air. C'est parti, c'est maintenant. C'est ce qui servait de tampon quand le processeur devait faire un calcul. Comme vous, quand vous faites un gros calcul mental, et bien vous avez à côté votre petite feuille et votre stylo pour noter les étapes intermédiaires. Ben, la mémoire, elle servait grosso merdo à ça. Là, on a de la mémoire unifiée donc sur tous les Mac. Pourquoi unifiée ? Parce qu'elle est partagée avec toutes les ressources qui ont besoin de mémoire. Avant, on avait de la mémoire, de la RAM donc, et de la mémoire dédiée au graphisme, de la mémoire dédiée à des instructions qui ne bougeaient jamais, etc. Là, on a cette mémoire unifiée qui sert à tout faire. Donc, c'est pour ça que sur les Mac d'avant, c'était très important de ne pas prendre juste 8 Go de mémoire unifiée, parce qu'en fait, ce n'était pas 8 Go de RAM. Certes, 8 Go de RAM, ça suffit, mais D'accord. 8 Go pour le graphisme, 8 Go pour, en plus, les calculs du processeur. Et ça fait que très souvent, on se retrouve avec moins de 4 Go sur un ordinateur, 4 Go équivalent RAM, parce qu'il y a aussi 4 Go qui sont utilisés pour les graphismes. Donc, cette mémoire unifiée sert à tout faire, et c'est la mémoire tampon, voyez-le comme ça, du téléphone ou de l'ordinateur ou de l'iPad chez Apple. Donc, plus il y en a, mieux c'est, plus on peut faire de choses en même temps sans dégrader les performances. Est-ce que tu peux... Ça me fait penser à une toute petite digression, Seb. Est-ce que tu te rappelles la RAM qu'il y avait dans les premiers ordinateurs Mac ? Peut-être pas l'Apple 1, l'Apple 2, mais même il y a 40 Le premier ans. Mac, c'est simple, c'était le Mac 128K. KO. 128 kilooctets. Ouais. Voilà. Ça n'existe même plus aujourd'hui. Non, il n'a pas KO, depuis aujourd'hui, longtemps parce qu'il est c'est- vite devenu le Mac 512, quelques mois à peine après la commercialisation. Mais évidemment, il n'y a plus d'appareils du commerce, d'ordinateurs en tout cas, ou de smartphones ou de tablettes vendus avec la mémoire en kilooctets. On est sur des mégaoctets ou des gigaoctets. Il peut y avoir des petits appareils embarqués ou autres, des choses comme ça, qui survivent. Par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a des très très vieux processeurs qui sont toujours présents et exploités aujourd'hui dans des cas de figure où on a un besoin de sécurité absolue. Exemple, j'ai travaillé dans l'aéronautique et le spatial, et vous avez dans des fusées qui décollent aujourd'hui, des lanceurs qui décollent aujourd'hui, des processeurs qu'on avait dans les Mac il y a 20-30 ans, des processeurs PowerPC 601, 602. Quand vous dites, mais attendez, pourquoi il n'y a pas le dernier cri de la technologie dans une fusée qui décolle aujourd'hui ? Parce qu'on ne veut pas quelque chose qui puisse présenter des capacités de bugs potentiels, tandis que quand vous avez un processeur qui a 30 ans et que vous lui faites faire une tâche, on sait qu'il la fera très bien et on a le recul nécessaire pour dire il est parti peut-être pour 100, 200 ans, donc on ne peut pas se retrouver avec un bug moisi au bout de quelques heures ou jours ou années d'exploitation. Très intéressant. On fera d'ailleurs des épisodes, je regarde la caméra pour le dire, on fera des épisodes spéciaux Apple, history, on va dire, des anciens produits, peut-être des passages. Je sais que tu veux en faire un, toi, depuis longtemps, sur le passage de la vie de Steve Jobs avec Next. C'est des choses que les gens ne connaissent absolument pas. Donc on fera ça, et si vous avez des idées que vous voulez qu'on développe, dites-le nous en commentaire ou sous les publications des réseaux sociaux. On va parler du fond et de la forme. On a déjà parlé un petit peu de la forme, on va parler du fond. Seb, Dieu sait que tu aimes visiter les intérieurs. On va parler de la puce C1. On est habitué sur les iPhones à des puces A17, A18, et là, C1. D'où cela sort-il ? Mais ami Jacques, laissez-moi vous expliquer, ami Maryse. Alors, qu'est-ce que c'est que la fameuse puce C1 ? Apple, depuis quelques années, a pris le parti de développer un maximum de choses en interne. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par développer rapidement, au début des années 2010, leur propre processeur pour le téléphone, avec la série des AX, qui nous a amené aujourd'hui jusqu'au A18. Puis, au début des années 2020, on a eu les premiers Mac à processeur Intel, modèle M, MX, donc M1, M2, M3, M4. On est au M4 aujourd'hui. Processeur Apple, je te corrige. J'ai dit Intel. Oh, pardon. Processeur Apple Silicon. Vous voyez, c'est la ton force dernier de podcast l'habitude. avec nous. Les processeurs Apple Silicon, donc de type M. Et ils ont aussi développé des petites puces en parallèle que l'on connaît peut-être un peu moins. Mais le point important, c'était d'avoir un processeur ou un système de traitement pour les modems. Qu'est-ce que c'est qu'un modem ? Tout le monde entend et connaît ce mot. Rien à voir avec C'est le le Premier truc de ministre. François Bayrou. Pas du tout. Ah, je suis tombé dans le piège. On est exactement sur en fait l'acronyme de modulateur. Je joue vraiment le rôle démodulateur. de ce débile dans le podcast. Mais Du débile. Hein. Et je trouve que c'est un beau rôle de composition. Et l'idée, c'est du modem, pour modulateur-démodulateur. C'est ce qui permet, quand on est sur Internet, de pouvoir accéder à Internet en recevant un signal, en le décodant et en le réencodant pour l'envoi sur Internet. Donc, ça veut dire que le modem, c'est ce qui sert sur nos appareils mobiles à pouvoir capter les réseaux cellulaires, la 3G, la 4G, la 5G et les futurs réseaux à venir. Jusqu'ici, quasiment depuis que l'iPhone existe, et je dirais pour la quasi-totalité des constructeurs de smartphones, tout le monde se repose, à quelques exceptions près, sur les processeurs de la société Qualcomm. Qualcomm, c'est l'alpha et l'oméga du modem.
Ils ont une expérience énorme, ils ont une gamme de modems énorme qui répond à tous les besoins, et ils ont surtout des brevets pléthoriques, un catalogue de brevets énorme, ce qui complique énormément le fait de dire, tiens, je vais rentrer sur ce marché-là. Or, on sait qu'Apple n'aime pas beaucoup dépendre des autres, en tout cas le moins possible, ou se savoir attacher sans voie de sortie, c'est pas un truc qui leur plaît. Donc, ils peuvent dépendre de quelqu'un s'ils se disent, on peut à tout moment partir et aller avec quelqu'un d'autre. Par contre, c'est pas du tout le cas lorsque Apple se voit enfermé dans un système. Il y a eu beaucoup de procès, on va pas revenir là-dessus. Les deux sociétés travaillent ensemble un peu contraintes et forcées. Et Apple essaie de s'émanciper et c'est pour ça qu'ils ont lancé, il y a déjà presque 7 ans, l'idée de concevoir un modem. On pourrait se dire, ils ont conçu une puce pour les smartphones qui fait partie des plus efficientes au monde, une puce pour ordinateur qui leur a permis de regagner des parts de marché et de se détacher complètement du monde Intel. Ça ne doit pas être bien compliqué de faire un modem, chose que personne ne connaît ou presque, c'est d'une simplicité biblique. Quand on a monté l'Everest et qu'on a fait le K2, je pense que faire le Mont Blanc ne doit pas être bien compliqué. Hélas, détrompez-vous, c'est très, très, très compliqué. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de brevets, il y a des choses très complexes parce qu'il faut tenir compte de tous les fournisseurs de connexion cellulaire dans le monde. C'est-à-dire que quand vous faites un modem, il faut aller voir au moins 500 ou 600 entreprises, Orange, SFR, Bell, toutes les compagnies dans tout le monde entier qui utilisent des fréquences différentes, qui utilisent parfois des ondes millimétriques et autres, et leur dire, voilà, on va vous faire tester notre modem, quel est votre cahier des charges, est-ce qu'on a besoin de répondre à telle et telle problématique. Donc, c'est un truc qui est très très lourd. Pour se faciliter un petit peu le travail, il se trouve que Intel avait une branche dédiée au modem avec laquelle ils n'arrivaient pas à avancer beaucoup. Ils ont déjà suffisamment de problèmes avec les processeurs pour ordinateur sans aller s'encombrer des problématiques de modem. Donc, il a été décidé de vendre cette branche et Apple, en 2019, a racheté cette branche. Et les oracles avaient prévu qu'il faudrait 5-6 ans au moins avant de voir quelque chose apparaître. Et c'était le cas avec ce fameux 16E qui contient le premier modem Apple, baptisé C1, C pour cellulaire, évidemment, cellulaire, et 1 parce que c'est le premier modèle. Et ils ont fait le choix assez judicieux, je dirais, de ne l'utiliser que sur ce premier modèle de téléphone entrée de gamme qui n'a pas des exigences professionnelles aussi élevées que les gammes Pro, évidemment. Et surtout, il ne contient pour le moment que la partie cellulaire, pas le Wi-Fi, pas le Bluetooth, qui pour l'instant reste chez Realtek ou d'autres fournisseurs. Mais petit à petit, Apple voudra évidemment intégrer dans ce modem le Wi-Fi, le Bluetooth et d'autres systèmes de communication à venir. J'ai été long, mais j'ai essayé de faire au plus vite. C'est pas la première fois que tu nous en parles de ce modem. Je sens que là, tu as lâché les chevaux. C'était quelque chose dont tu avais envie de nous parler depuis longtemps. Et maintenant qu'on est rentré dans le concret, on va dire on y est à 100%, mais en tout cas, voilà, Locan, toi, est-ce que cette partie intérieure trouve grâce à tes yeux ? Bien sûr, et c'est super intéressant de voir qu'Apple, à chaque fois, itère sur des nouveaux produits comme ça, des nouvelles technologies sur une gamme qui n'est pas la gamme principale. L'iPhone, c'est très compliqué de venir jouer dessus parce qu'il s'en vend tellement que dès qu'on change un petit truc, ça devient assez compliqué et ça a des conséquences assez énormes. De l'autre côté, on a des tests qui sont faits, par exemple, sur les iPads. La puce M4, elle est arrivée en premier sur un iPad. C'était, je pense, pas innocent. On n'a pas les raisons, les tenants et les aboutissants, mais je pense que c'était pas innocent. Le C1, il arrive sur cet iPhone SE parce qu'effectivement, comme le disait Seb, il intègre qu'une partie de ce qu'on peut faire avec un réseau sans fil, mais il intègre aussi qu'une partie du cellulaire, puisque, si je dis pas de bêtises, il gère pas les ondes millimétriques aujourd'hui. Non. Donc ces ondes millimétriques, c'est ce qui fait la grosse différence sur les iPhones Pro depuis quelques années. Et c'est ce qui permet d'avoir, c'est pas validé encore en Europe chez nous parce qu'on aime bien faire des textes dans tous les sens, mais les ondes millimétriques permettront à la 5G de s'exploiter et d'avoir des vrais gros débits Internet. Et aujourd'hui, il y a mais sur une distance très courte. Mais sur une distance très courte. C'est toujours un principe de fréquence. Donc plus on augmente la fréquence, moins la fréquence se propage en distance et respecte les obstacles qu'on peut lui présenter, l'air étant un obstacle. Ce C1, il présente effectivement l'avantage d'avoir tout à la maison pour Apple, mais surtout d'avoir également une interaction plus forte avec le système et la puce A18 qu'il y a dans le téléphone, et donc une gestion de l'énergie bien meilleure. On a une batterie qui est plus grosse déjà sur ce téléphone, ça sera peut-être le point d'après. On a une autonomie qui est incroyable. Mais on a aussi ce modem qui va savoir gérer les radiofréquences et les environnements de bien meilleure manière que précédemment, pouvoir transmettre des informations à la puce A18 en disant ouais, en ce moment c'est un petit peu compliqué d'un point de vue réseau cellulaire, essaye de bricoler un truc. Et les deux vont travailler de concert pour faire en sorte que, on ait un meilleur réseau cellulaire, une meilleure connectivité, et de 2, pour qu'on ait une meilleure autonomie et de meilleures performances. Donc ça, c'est super intéressant. Mais au final, cet iPhone 16e, on s'est dit, c'est un petit peu
un iPhone sorti comme ça, il n'y a pas eu de keynote. En fait, c'est quand même un sacré chambardement dans la technologie que propose Apple. Je pense que ça veut dire qu'Apple ne veut plus faire. Alors, encore une fois, on le met entre des grosses guillemets, Seb et moi, à chaque fois qu'on l'évoque, mais d'entrée de gamme, parce qu'il n'y a pas de bas de gamme, mais même pour un entrée de gamme, ça reste très haut. Apple ne veut plus faire l'iPhone SE. Je ne sais pas s'il gagnait si peu d'argent que ça dessus pour que ça soit une raison, par exemple, mais pour revenir et normaliser un petit peu les technologies. Donc là, on voit qu'on a un seul bloc optique, là où avant, on en avait. Là où sur d'autres modèles on en a 2 ou 3, on réutilise un petit peu, je vais faire un parallèle qui est scabreux, mais un petit peu comme Renault chez Dacia réutilise énormément de pièces pour faire baisser les coûts d'usage. Donc en fait ce téléphone est vendu cher aujourd'hui, il a des technologies qui sont très intéressantes, son écran OLED, Face ID, l'USB-C, etc. Mais pour autant je ne suis pas persuadé qu'il coûte beaucoup plus cher à Apple qu'un iPhone SE dans le temps où l'iPhone SE a été annoncé pour la première fois. Seb nous dira quand c'était. C'est un piège, je te jette dessus. Mais il est super intéressant en fait. Ça reste vraiment un entrée de gamme d'iPhone 16. Donc je ne l'avais pas vu du tout, mais Seb a totalement raison. On aura vraisemblablement un 17E et un 18E, etc. chaque année. Plus juste cet SE qui reste 3-4 ans au catalogue. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est perturbant parce qu'encore une fois, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Mais je pense que c'est une bonne chose. Je vais anticiper avec une question que je voulais vous poser à la fin pour l'ouverture, mais on va y aller maintenant parce que vous rentrez tellement dans le détail. C'est extrêmement intéressant. Où est le plafond de verre ? On attend un iPhone 17 et 17 Pro à la fin de l'année. Même si on extrapole sur dans plusieurs années, tu parlais de la taille de la batterie, donc qui va coïncider avec sa durée de vie et surtout la durée de vie d'un iPhone au quotidien. Pour vous, il est où le plafond de verre ? Qu'est-ce qu'on peut attendre encore d'un iPhone ? Parce que j'allais vous poser comme question à qui il s'adresse. Mais avant de savoir ça, parce que ça peut être plusieurs personnes, Seb, pour toi, le plafond de verre technologique, où est-ce qu'il va se situer et où est-ce qu'on peut encore aller ? Où est-ce qu'Apple peut encore aller ? Pour moi, parlant d'Apple comme de n'importe quel concurrent d'Apple, je pense qu'il n'y a pas de plafond de verre. Le plafond de verre, il suit et il subit les contraintes technologiques que l'on a aujourd'hui. On a longtemps parlé d'iPhone pliable, on en a vu sortir. Est-ce que ça a un intérêt ? Ça, je laisse chacun juger de la pertinence de l'objet. Apple ne s'est jamais présenté là-dessus. Et moi, j'ai des gens qui, des fois, me disent « Ah, mais toi qui es Apple et tout, comment ça se fait qu'Apple n'a pas fait un iPhone pliable ?» Apple n'a pas fait un iPhone pliable, d'une part parce qu'il n'y a pas vraiment de marché de l'iPhone pliable, et d'autre part parce qu'Apple, quand il arrive sur un marché, il arrive avec un projet et un produit mature. Ils n'ont jamais débarqué les premiers dans quoi que ce soit. Ils n'ont pas inventé grand-chose en tant que tel. Par contre, on retient toujours que c'est l'iPhone qui a lancé le smartphone, que c'est le Mac qui a lancé l'informatique pour tous, que c'est l'iPad qui a été la première tablette et que c'est l'iPod qui a été le premier baladeur musical. Or, avant Apple, il existait quantité de produits. Simplement, quand Apple arrive, ils arrivent avec un produit qui ne se contente pas d'empiler des couches comme font beaucoup de constructeurs asiatiques. Même aujourd'hui, sur les smartphones, vous avez des smartphones avec 32 gigas de mémoire, avec 18 objectifs, un téléobjectif de 250 fois, des capteurs de 48, 128 millions de pixels. Enfin, ça ne veut rien dire sur le papier. Vous dites, mais c'est absolument monstrueux. C'est ce que tu nous dis assez régulièrement d'ailleurs. Tu nous dis en général, quand Apple lance un produit, c'est réfléchi, c'est pas par effet de mode. Exactement. Il y a rarement des produits qui sortent par effet de mode. Aujourd'hui, tout le monde tense Apple à dire mais pourquoi ils font pas des lunettes comme Meta, ça marche fort. Il y a un marché peut-être pour les lunettes de Meta, mais ça va pas plus loin que ça. Donc, pour le moment, ils n'ont pas un produit à proposer. Tu parlais de plafond de verre. Moi, je pense que petit à petit, les progrès, la réduction de la taille des batteries, les nouvelles technologies de batteries et autres font qu'on va pouvoir avoir des batteries de plus en plus petites. On parle des batteries solides, des batteries au graphite ou autre. Donc, on réduira de façon drastique la taille des batteries. On allongera la durée de vie potentielle. On peut imaginer avoir un iPhone qui soit capable, dans quelques années, de faire une semaine. S'il y a ne serait-ce que 30 ans ou 40 ans, je vous avais dit, on aura des téléphones portables. Vous aurez dit, oh, quand même, il exagère, il est un peu visionnaire. Et si je vous avais dit, ouais, mais vous aurez l'équivalent de ce qu'on appelait à l'époque un Nokia 3210 que vous chargez et qui tient 10 jours, vous aurez dit, ah non, c'est pas possible parce que les batteries, ça tient on a des piles et si on tape dessus toute la journée, ça s'arrête au bout de 8 ou 12 heures. Donc, tout ce qui aujourd'hui paraît peu probable, finalement le devient. Il n'y a qu'à regarder les présidents des États-Unis, par exemple, pour avoir un bon exemple. Tout ce qu'on peut penser comme étant de la fiction en matière de technologie devient un jour une réalité. Donc, moi, je ne vois pas réellement de plafond de verre sur les prochains produits. Ce qu'il y a, c'est que beaucoup de gens s'attendent à ce qu'il y ait une révolution chaque année. Il y a ceux qui disent « Ah ben l'iPhone, c'est le même depuis 5 ans. » Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'on le fasse rond, carré, qu'on fasse un téléphone en triangle, une pyramide?
ça n'a pas vraiment de sens. Un téléphone, on sait maintenant à quoi ça ressemble. C'est, je dirais, un produit qui est devenu mature. Donc, ça va changer sur des détails. À la rentrée, on aura des 17. Alors, tu ne l'as pas signalé, mais je pense que tu voulais nous amener là-dessus. Il pourrait y avoir un téléphone beaucoup plus fin. Ça peut intéresser des gens qui ont envie d'un petit téléphone le soir dans leur poche ou de ne pas être encombré, qui se fichent d'avoir 3 objectifs. Ils veulent un téléphone pas lourd, un peu looké, un peu classe. Voilà. On a vu que les petits téléphones, ça marchait plus. Dernier en date, c'est le SE, il est remplacé par un grand téléphone. Ils avaient fait des mini, ça a duré 2 ans, c'était un échec. Le grand téléphone pas cher, ça marche pas terrible non plus. Je suis pas sûr que les ventes d'iPhone 16 Plus soient mirobolantes. Qu'est-ce qui marche chez Apple? Les téléphones les plus haut de gamme et un téléphone, on va dire, entrée de gamme qui reprendrait les normes que les gens attendent aujourd'hui. Un grand et bel écran, un appareil qui ne les laisse pas sur le bord de la route avec l'IA, qu'elle soit celle d'Apple ou celle des autres. Un téléphone qui soit valorisant. C'est-à-dire que là, vous en avez pour votre argent. Ce que disait Locan est tout à fait vrai pour moi, même si c'est un téléphone 100% Apple, c'est l'effet Dacia. C'est-à-dire, vous répondez à un besoin. Il n'y a pas de marque autre que Dacia pour lequel le produit que vous achetez correspond exactement à la description qui vous a été vendue. Voilà, on n'est pas là pour faire du buzz ou vous faire valoir que parce que vous roulez comme Cupra, vous roulez avec une Cupra, vous êtes quelqu'un d'extrêmement différent, vous êtes non normé, yoke, walk, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, on rappelle aux propriétaires de Cupra, arrêtez de vous garer sur les places Tesla, merci beaucoup. Exactement. Et non, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la publicité, elle vous vend du rêve un peu bidon. J'écoute beaucoup, j'aime beaucoup l'automobile, vous le savez. J'écoute les publicités Peugeot, Cupra, toutes les publicités, c'est un peu ridicule. On est venu maintenant sur des publicités ridicules. Là, pour le coup, chez Dacia, on vous dit, voilà, vous achetez une voiture, elle vaut 16 000 € et vous pourrez amener vos enfants à l'école, vous pourrez partir en week-end, vous pouvez dormir dedans. Et quand le gars, il va à la concession, il dit, ah oui, il y a les vitres électriques, il y a la climatisation, la direction assistée, ça répond à tout ce dont j'ai besoin. Et puis, c'est grand, c'est pas trop cher, ça consomme pas trop, il y a même un hybride. Je dirais qu'Apple tente, avec ce 16e, de faire une sorte de Duster, un appareil assez grand, mais qui coûte moins cher que les versions Pro et qui propose suffisamment pour ce qu'attendent la plupart des gens. Les gens qui ont encore un SE aujourd'hui, c'est des gens, ils ne sont pas à la recherche de la dernière technologie. Ils veulent un appareil qui leur dure longtemps. Et ça, je trouve que le 16e devrait tenir cette promesse et peut-être que aiguillé par l'annonce justement de Qualcomm, le concurrent sur les processeurs, qui a dit qu'ils allaient maintenir les processeurs pendant 7 ou 8 ans, peut-être que ça va permettre à Apple de dire, si vous achetez un 16e aujourd'hui, on est en 2025, il y a de fortes chances qu'en 2033, ce téléphone ne soit pas totalement ringard. Ça serait une belle promesse à faire aux acheteurs. Vous êtes bien sur le podcast de Sébastien Connac. Je ne sais pas comment il faisait à l'école quand il y avait vous couperez. Je ne sais pas comment il faisait à l'école quand il y avait des QCM. C'est juste une case à cocher, oui, non. Lui, il devait mettre 53 lignes en dessous. À côté, je mettais des étoiles. Voilà, je pense que bon. Exactement. Locan, toi, t'en penses quoi au niveau du plafond de verre? Et merci de rappeler la question du coup, parce que je faisais l'effort il y a 30 secondes de me dire putain, ça arrive à moi et je sais absolument plus de quoi on parlait parce qu'on est en train de parler de Peugeot. Le plafond de verre, avant que l'iPhone 10 ou X n'arrive, on se disait tous les iPhones se ressemblent et il n'y aura rien de nouveau. Moi, j'ai toujours dit, et je continue de le dire aujourd'hui, l'iPhone est le produit que j'utilise le plus au quotidien, de loin, sans commune mesure avec le deuxième. Donc faites-moi un iPhone qui déchire, même s'il est plus cher, je m'en fiche, je paye le prix et vous rentabilisez votre recherche et développement. Et c'est exactement ce qui s'était passé avec l'iPhone 10 et X à l'époque. On avait Face ID qui était arrivé là-dessus, on avait un écran OLED, on avait un iPhone qui était beaucoup plus cher que la gamme iPhone classique, c'était les 18 à l'époque. Et on passait la barre des $1000. Exactement. Il faut se rappeler, en 2017, c'était la barre des $1000. Tout le monde avait hurlé. C'était la première fois qu'il y avait le Max qui lui passait à peine, je crois que c'était 1099 ou quelque chose comme ça, et l'iPhone 10X était à 1004 et 1006, je crois, pour les deux tailles. Ouais. Et réellement, en fait, c'est l'iPhone qui, moi, me laisse le meilleur souvenir, parce que ça a été un game changer. Totalement. On a placé notre game changer aujourd'hui. Et il a totalement... les iPhones qui sortent aujourd'hui sont des iPhone 10 évolués. C'est plus l'iPhone original ou l'iPhone 3G qui a évolué, c'est l'iPhone 10 modifié, parce qu'il est arrivé avec Face ID, il est arrivé avec de l'OLED, et maintenant le plus petit iPhone a aussi de l'OLED et a aussi Face ID, et je trouve ça juste incroyable en fait qu'on ait ces technos dessus. Je trouve incompréhensible et mesquin, je le redis, que... Sans frontières. Ouais, mesquin sans frontières, qu'on n'ait pas de MagSafe sur ce téléphone. Apple a inventé le MagSafe, Apple ne met pas les aimants pour le MagSafe. Je trouve ça profondément ridicule, vraiment. Précision quand même qu'il y a une recharge Qi, donc on peut recharger sans fil, enfin sans câble. Mais quand Samsung ne met pas les aimants pour l'aimantation. Quand Samsung ne met pas les aimants pour le Qi 2 et fait du coup du Qi 2 ready sur son Samsung S25, pourtant haut de gamme, pour gagner de la place, je peux l'entendre parce que c'est Samsung. Quand Apple ne met pas les aimants du MagSafe
ou du Qi 2, je ne comprends pas en fait. C'est eux qui ont inventé ce truc-là Alors, d'alignement magnétique et aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça peut permettre aussi à Apple de vendre une jolie coque MagSafe. Totalement. Donc, Totalement. c'est pas un mauvais calcul. Vous abaissez le prix, parce que les aimants, ça coûte cher quand même, il faut le savoir. Donc, vous abaissez le prix et vous dites, mais si vous tenez au MagSafe, nous avons une gamme de coques à votre disposition qui feront l'affaire, puisqu'il y a réellement une charge Qi. Il n'y a juste pas l'aspect magnétique. C'est donc, du Qi ou du Qi 2 dessus d'ailleurs? je Je pense n'ai que même c'est pas du cherché. Qi 2, me semble-t-il. Et comme personne ne sait ce qu'est le Qi 2 à part vous deux, c'est les aimants, c'est ça? Non, alors le Qi, C'est c'est la cette vitesse. norme de charge. Fais-nous l'historique. Fais-nous Alors, l'historique. non, on va pas faire l'historique, parce Non, qu'après, mais c'est il est bien, en c'est vrai. mon podcast, je le ferai sur. Il est bien en vrai l'historique. Mais je vais mettre des podcast. jingles pour ces réponses, tu sais. La réponse de Sébastien vous Non, est non, proposée par Audica. Ce qu'on appelle la recharge Qi, ou QI, c'est du chinois, c'est une mode de recharge par transmission. Induction, voilà, je perdais le mot. Je levais mes yeux vers l'Ocan pour qu'il vienne me récupérer au vol. C'est une recharge par induction. Donc ça vous permet de poser votre téléphone sur un chargeur à cette norme-là. Et il faut savoir que cette norme a évolué en Qi 2, donc une version un peu plus évoluée, qui charge plus rapidement, qui intègre les aimants pour les constructeurs qui le souhaitent. Et cette norme Qi 2 est intégralement basée sur la norme d'Apple, qui en a fait don à c'est pas une fondation, mais au regroupement permettant de mettre en place cette norme-là. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que théoriquement, tous les constructeurs peuvent adopter ça et ça, c'est une bonne chose. Et comme le soulignait Locan, effectivement, Samsung récupère Qi, mais pas les aimants. Eux aussi peuvent se dire, après tout, on va passer par des coques. Pourquoi pas. L'anecdote, elle est super intéressante sur ça parce que quand Apple est arrivé avec le premier iPhone avec de la charge à induction, qui est utilisée donc la norme Qi à l'époque, donc QI, 7,5 watts le Qi, comme l'iPhone 16e. L'iPhone 16e charge en Qi, pas en Qi 2. Donc ça, c'est déjà une limitation aussi. Quand ils sont arrivés avec cette norme sur leur téléphone portable, tout le monde a dit oui, mais les Samsung, ils chargent beaucoup plus vite. Ils ont des chargeurs, je crois que c'est du 15 watts ou du 20 watts à l'époque, déjà sur de la charge à induction. La réponse d'Apple, avant même ces critiques, a été très simple. C'est que nous, on fait un truc moins puissant, mais on le fait bien et ça marche à chaque fois. Pourquoi ? Parce que si vous avez un téléphone sans aimant pour venir placer votre téléphone pile sur le coil du coup de recharge à induction, c'est un enfer pour trouver pile où c'est. Donc Apple arrive avec du MagSafe en disant on se base sur Qi pour la vitesse de charge et sur le standard et on met en plus des aimants autour pour que vous puissiez aligner très facilement votre iPhone sur le chargeur et que ça fonctionne. Même délire que pour l'Apple Watch pour ceux qui en ont une. Et ils ont dit ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire évoluer le standard Qi pour avoir une vitesse de charge plus élevée, donc avec du Qi 2, mais on veut faire évoluer le standard plutôt que d'être une autre entreprise qui propose son truc dans son coin. C'est exactement ce qu'ils ont fait, le Qi 2 arrive. Pourquoi est-ce que je me permets cette digression un petit peu longue ? Parce que c'est la même chose avec RCS. Quand vous envoyez un message maintenant à quelqu'un, vous avez la possibilité, si vous êtes sur un opérateur comme Free ou le deuxième, c'est qui ? C'est SFR ou Bouygues ? Je crois que les trois peut-être le proposent même aujourd'hui. Il n'y a que Orange qui le propose Orange pas. qui le proposera plus tard. Ouais. Le RCS, du coup, c'est pour envoyer des messages texte plus riches en réalité. Je ne sais plus ce que veut dire RCS. Seb, si tu peux me récupérer. Là, je ne l'ai plus en Allez, tête. voilà, mais, un truc comme ça. Vous noterez, chers spectateurs, qui ne me demande jamais à moi quand il y a un truc technique. Hein. Le débile, on ne va pas lui demander. Hein. C'est le remplaçant de ce qu'on appelait SMS, MMS, qui avait déjà plus de 40 ans. On avait fait un ans. podcast là-dessus sur... voilà, mais tu as raison, ça rend riche. Totalement. On peut mettre du formatage dessus, donc du gras, de l'italique, du souligné, et surtout, ça emploie des nouvelles méthodes d'envoi de messages qui sont plus sécurisées, plus efficaces et qui passent par de la data et non plus, comme le SMS, juste de la 2G classique. Donc, c'est un choix technologique totalement nécessaire. Quand Apple arrive avec le RCS, j'ai eu énormément de commentaires de personnes qui disaient oui, mais pourquoi ils s'embêtent à faire du RCS alors que tout le monde utilise WhatsApp, hein ? Et surtout, leur RCS, il n'est pas chiffré alors que quand on écrit de Google à Google, c'est chiffré. Oui, mais Google utilise le RCS sur lequel ils mettent du chiffrement fait par Google. C'est pas du tout le standard de RCS. Et donc, c'est ce que fait exactement là Apple pour le RCS et ce qu'ils ont fait pour le Qi. Désolé encore une fois pour la digression. C'est qu'ils veulent faire évoluer le standard RCS pour apporter le chiffrement et que tout le monde, par défaut, ait du RCS chiffré. Ça fait gagner en lisibilité et en clarté de gamme. Je crois qu'on dit digression. Beaucoup de gens disent digression, mais le S ne se prononce pas. Voilà. Je peux au moins vous reprendre sur le... Eh bien, merci beaucoup. Messieurs, est-ce qu'on a fait le tour sur l'iPhone SE ? Est-ce que vous avez... voyez ce petit lapsus, il va falloir le corriger. Je l'ai fait tout à l'heure, personne ne m'a corrigé. Mais j'ai pas... C'est malheureusement... pardon Apple si vraiment on l'a fait, mais c'est vrai que c'est le temps que ça rentre un petit peu dans 16E, qui fait bien partir. On a un panneau juste derrière Seb. Très joli panneau qu'on mettra en magasin. La famille 16. 16 Pro, 16 et... On se croirait chez GMK. Alors, la famille, l'iPhone 16, le jeune iPhone 16e
que l'on reçoit là. Non, Mais mais le truc qu'il y a à rajouter, c'est sur la partie autonomie, puisqu'on parlait, je t'ai fait un appel du pied sur la partie autonomie au début, Oui, et même sous la maintenant table, sur la c'était un peu partie gênant. MagSafe. Le sujet, c'est que cet iPhone 16e, qui est donc un petit iPhone, a la même autonomie, et donc pas batterie, que les iPhones Max et Plus. Il a la même autonomie que les gros téléphones dans un format de petit téléphone. Donc certes, il fait moins de choses, entre guillemets, même si on peut débattre de ça, mais il a deux trucs intéressants, c'est qu'il apporte une grosse autonomie sur un petit format, et un truc que moi j'attends depuis très longtemps, une seule et unique optique. J'attends vraiment le jour avec impatience. Il y a un autre constructeur qui fait ça, mais je ne sais plus qui c'est, où on aura des téléphones enfin avec une seule optique incroyable, mais qui fait tout. C'est-à-dire qu'on fait un crop capteur pour zoomer dedans, on est aussi en capacité de faire de l'ultra grand angle, etc. Donc à voir ce que demain nous réserve, tant sur le principe de la batterie que sur la multitude et l'emplacement des optiques, si on suit les rumeurs de l'iPhone 17 par exemple. Mais on a pas mal de choses intéressantes qui arrivent sur cet iPhone 16e, malgré le tarif qui est perturbant. Qu'est-ce qui te dérange sur le fait qu'il y ait plusieurs objectifs? C'est un côté esthétique ou C'est le côté minimaliste de la chose, Ah, tout je simplement. savais, je C'est reconnais juste- bien là. En fait, aujourd'hui, on a... Sur un Pro, tu as 3 objectifs, et en fonction de la gamme de Pro, tu n'as pas les mêmes compétences. Moi, ça me frustre, en fait. Je trouve que Apple, s'il y a une marque qui doit faire cet effort, c'est Apple. Aujourd'hui, on a des téléphones qui se ressemblent, mais ne font pas les mêmes choses, et il faut rentrer dans la technique pour ça. J'ai 2 exemples là-dessus, pour comprendre, quand je dis pour ça. Les téléphones avec 3 objectifs, aujourd'hui, je prends mon iPhone 16 Pro, je fais une photo avec le capteur principal, il fait 48 millions de pixels, il va faire plusieurs photos, par défaut il est configuré en 24 millions de pixels, ce qui veut dire qu'il prend une photo en 48 millions de pixels pour le détail, une multitude de photos en 12 millions de pixels qui va surexposer, sous-exposer, et avec tout ça, il fait une photo dynamique qui a beaucoup de détails, beaucoup de contrastes, et il va être en capacité de faire, je ne me souviens plus du nom, du Smart HDR, mais il y a un nom exprès pour ça. Le RAW. Non, c'est bon, je le retrouverai un petit peu plus tard. Ça, c'est super intéressant, et c'est sur l'optique principale grâce au capteur de 48 millions de pixels. Apple est arrivé avec les 16 Pro avec le même capteur de 48 millions de pixels sur l'optique ultra grand angle. Je me suis dit, comme beaucoup de personnes, youpla boum, on va aussi avoir des photos de 24 millions de pixels ultra dynamiques en ultra grand angle. Perdu, non. On a du 48 millions de pixels ou du 24 millions de pixels, mais on n'a pas cette notion de dynamique qu'on peut avoir sur l'autre. L'iPhone ne sait pas gérer ça. Et ça, c'est très dommage. Ça veut dire qu'il faut rentrer à chaque fois dans les détails. La troisième optique, le téléobjectif, aujourd'hui, fait toujours que 12 millions de pixels. On va chercher plus loin, mais on ne fait toujours que 12 millions de pixels. L'an prochain, on suppose que ça sera le cas. Et ça, c'est assez compliqué. Par exemple aussi, mon deuxième exemple, c'est la partie chiffrement des communications dans iMessage. Aujourd'hui, j'étais il n'y a pas si longtemps que ça en voyage avec tout un lot de créateurs. Tout le monde passe par WhatsApp, et j'ai enfin compris pourquoi tout le monde utilise WhatsApp. C'est que c'est simple en fait à faire fonctionner. Tu envoies un message sur WhatsApp, c'est forcément de la data. Tu envoies un message en iMessage, même s'il est affiché bleu, si tu n'as pas été dans Réglages, Messages, Transfert par SMS désactivé, ton message peut partir dans tous les cas en SMS si l'iPhone n'a pas de réseau cellulaire. Et ça, c'est pas normal en fait. Il faudrait que par défaut, si c'est en bleu, ça part en bleu. Et les fois où ça ne part pas en bleu, est-ce que vous voulez l'envoyer par SMS? Mais tant que j'ai pas de data, tu touches à rien et tu me laisses faire. Il y a plein de petits réglages comme ça dans les gammes qui sont compliqués aujourd'hui. Et venant d'Apple, c'est bizarre. Je suis ravi de te l'entendre dire, parce que quand on a commencé vraiment à faire le podcast tous les trois, j'ai dit faisons un groupe WhatsApp, et tu m'as dit non, je ne passe que par Totalement. message. Oui. C'est bon, on va pouvoir passer à WhatsApp maintenant? On va peut-être. Non. Juste, je ferai un petit correctif. Si le message part en bleu, c'est qu'il est bien crypté et par e-message, même si c'est par du cellulaire chiffré, et chiffré. s'il vous plaît, monsieur. Ouais, chiffré. Si la personne de l'autre côté qui a un iPhone, le message part en vert, c'est que elle ou vous n'êtes pas sous couverture d'un réseau data, et auquel cas, là, ça transfère par SMS. Mais s'il est bleu, alors il est chiffré. Merci pour cette précision. Et Les il a puristes, utilisé la data. Les Il a puristes utilisé la data. apprécieront. Pas mal d'imprécisions aujourd'hui. J'attends. Attends, je fais un autre truc, parce que sur ce point-là, qui est super important levé par Seb, et ça n'a rien à voir avec l'iPhone 16 du coup, ou presque, beaucoup de personnes en voyage se disent « Ah, je vais changer les conversations et envoyer des WhatsApp maintenant à mes amis ». En fait, non. Quand vous envoyez un message, même en vert RCS ou en bleu iMessage, c'est de la data. Vous pouvez envoyer vos messages avec le Wi-Fi de l'hôtel, mais pensez quand même à aller dans « Réglages, messages, transfert par SMS désactivé ». On retrouve évidemment toutes les bonnes pratiques de Locan sur sa chaîne YouTube Locan, le site internet locan.jp également. FR1. Messieurs, 40 minutes. Jean-Pierre, donc.
Point Jean-Pierre. Et je crois qu'il va nous la faire. On va faire un bingo. On va prendre quelqu'un avec nous qui coche les cases pour Game Changer, etc. Exactement. Messieurs, on est extrêmement bien rentré dans les détails de cet iPhone 16e. J'ai une dernière question à vous poser qui va être un peu frustrante pour vous, mais ça va être une petite ouverture vers le prochain épisode. La bêta développeur, en tout cas, d'Apple Intelligence est arrivée. Et puis c'est vrai qu'on a dit que cet iPhone 16e complétait la gamme des iPhones compatibles avec cette IA. Qui l'a installé par ici? Présent. Il s'y est mis. Ah. Il y a une semaine, t'as vu, il nous a dit oui, non. Non, mais moi, j'installe jamais les bêtas. Je vous rappelle que sur la mes bêta machines de publique prod. est sortie 2 Sur jours mes- après. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, Mais au c'est début, vrai. sur mes appareils Ouais, pro, moi, je ne jamais. mange pas de ce Ouais. pain-là, Exactement. messieurs. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on va pas du tout rentrer dans les détails parce qu'on va vraiment faire un épisode Ouais, surtout complet. qu'il y aura- moi, sur, de mon côté, j'aurai plein de formations à proposer au mois d'avril à nos clients. Beaucoup de bien. Je suis, comme disent, je crois que c'est les Belges qui disent ça, ou les Suisses, je ne sais plus, je suis déçu Ah, en non, bien. Hein? C'est-à-dire que c'est vraiment impressionnant. Et les ce Suisses, qui- ils disent je suis déçu, hein, bien. Exactement, non, exactement. Et donc, moi, mon opinion pour l'instant, pour un premier jet, est plutôt très positive. Alors, on va dire, ouais, mais il est positif de tout. Mais là, pour le coup, non, mais je préférerais me taire à la limite. Voilà, je peux ne pas être très critique, mais mon silence peut peser beaucoup plus lourd qu'une critique acerbe. Là, pour le coup, je suis agréablement surpris et emballé par tout ce que l'on peut faire. Et surtout, c'est le potentiel qui me laisse rêveur. Voilà, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de absolument dingue, l'informatique telle que je la rêve depuis que je suis enfant, avec le fameux An 2000 et les voitures qui volent et les ordinateurs qui nous parlent et les robots. Ben là, j'ai l'impression qu'on commence à y être. Stanley Kubrick, si tu nous regardes. Logan, toi, tu l'as installé, tu as été dans les premiers, et puis de toute façon, tu fais toujours des stories, donc on le voit que tu étais. Je l'ai installé, aficionado. je l'ai installé le soir même parce que j'attendais avec impatience Apple Intelligence en France. C'est tristement ce que je m'attendais à ce que ça soit. Pourquoi tristement? Je sens de la tristesse dans tes yeux. Oui, parce que la technologie, alors c'est pas la technologie, mais la fonctionnalité, le branding, c'est Apple Intelligence. J'ai tous mes devices en anglais. Apple Intelligence arrive en France, et parce que je parle quand même mieux français qu'anglais, et que surtout j'ai pas envie de passer pour un idiot quand je suis à la maison et que je fais un Hey Siri, turn the lights on. Je m'attends, j'ai toujours mon Siri en français. Donc mes devices en anglais, mon Siri en français. Apple Intelligence ne sait pas fonctionner dans cette situation. C'est-à-dire que tu peux avoir ton téléphone configuré dans 2 trucs qui sont acceptés par iOS et Apple Intelligence, mais le croisement des deux ne fonctionne pas. C'est-à-dire que téléphone en anglais, ok, aucun problème. Siri en français, ok, aucun problème. Mais il faut que les deux soient dans la même langue. Et tu Sinon, conviendras que c'est un problème qui ne touche pas 99% de la population. Ah, mais- Après, c'est le retour que je t'ai demandé, mais pour monsieur tout le monde qui veut l'installer, c'est pas problématique. Totalement, mais en fait, ça ne devrait pas être une problématique. Je suis d'accord tout avec toi court. sur le Tu vois, principe. un sujet de traduction, Google Translate, ça existe depuis combien de décennies en fait. Donc, une traduction bête et méchante, ça devrait fonctionner. Surtout qu'il y a un cas très particulier, c'est que si tu mets ton iPhone en français et ton Siri en anglais, ça marche. Dans l'autre sens, ça marche. Ouais, ok, je vois le. Donc, effectivement. mon cerveau d'Asperger a des problèmes, moi, avec ces petits trucs-là. J'étais sûr que ça déconnerait comme ça, comme pendant un moment, tu ne pouvais juste pas activer Siri sur ton Apple TV si tu avais ton Apple TV en anglais. Juste, ça ne marchait pas. Ton store était en français, l'Apple TV était en anglais. Il refusait d'activer Siri parce que les deux ne matchaient pas. Ah, c'est fou ça. Il a fallu 5 ans à Apple pour corriger ça. Donc, donc c'est tristement ce que je pensais. Donc, j'ai mis tout en anglais, incluant Siri en anglais. Alors, Apple Intelligence doit sortir début avril en France. En tout cas, la version, la vraie Finale. mise à jour, qui n'est pas une bêta, la version finale. Peut-être que ce problème sera corrigé d'ici là, on l'espère. Je vois ta moue extrêmement dubitative. Et puis maintenant qu'on a des caméras, on a des preuves. Mais on verra. On fera un épisode pour Ouais. Apple Intelligence exclusivement. On va prendre le temps. Et maintenant qu'on est en vidéo, on pourra faire ça. Tu nous montreras des petits exemples sans dévoiler Bien tout ce que sûr, tu fais en bien formation. Mais on a Avec la plaisir, création. on fera même des petites vidéos. Bah bien sûr, on fera des screens d'écran et puis on les mettra. Voilà, on est Genmoji, on a plein de choses, mais voilà, c'est porteur d'espoir pour l'avenir. Sébastien, tu as beaucoup parlé dans ce podcast. Je vais donc Trop, laisser le peut-être. mot de la fin à Locan, savoir s'il veut faire une ouverture vers la suite. Alors, j'ai déjà trouvé le nom des 24 millions de pixels et des 48 millions de pixels. 24 millions de pixels avec plein d'informations dedans, c'est le High Dynamic Range. Le 48 millions de pixels classique, c'est l'Extended Dynamic Range. Vous conviendrez que c'est pas particulièrement compréhensif. J'en non plus. conviens. Tu en conviens, Sébastien?
Totalement. Nous convenons. On est sur des problématiques Incroyable. incroyables. Non, mais c'était bien de le préciser. J'avais dit que je le trouverais, donc je l'ai trouvé, c'est bon. Je ne sais pas faire de mots de la fin parce qu'en fait, je me prends le micro là dans les gencives sans avoir anticipé du tout ce passage-là. C'était le but. Mais non, avoir la suite de ce que la famille d'iPhone 16 et 17 nous propose, j'ai aucune espèce de fin de vidéo là-dessus. C'était un gros piège que je t'ai tendu, Ouais. puisque j'avais évidemment une conclusion. On peut s'attendre peut-être à des nouveaux... alors, on a évidemment le rendez-vous incontournable, la WWDC, qui arrivera début juin, Apple Intelligence début avril. Est-ce que dans ce laps de temps-là, il y a des produits qui sortiront du chapeau ? On parle d'un MacBook Air qui serait enfin en M4, peut-être un nouvel iPad Pro ou un nouvel... Alors, l'iPad n'avait pas été renouvelé, l'iPad 10 l'an dernier, il commence à se faire un petit peu vieux, et il n'est pas compatible Apple Intelligence, à mon grand regret. Est-ce qu'on a des petites choses, Seb, toi qui es dans les petits papiers du board d'Apple? Je mangeais hier soir avec Marc Gurman et on en discutait justement. Non, blague à part, je pense qu'on peut s'attendre surtout à des MacBook Pro M5 assez rapidement. Voilà. Et puis effectivement des MacBook Air M5, carrément. M5, ouais. Ah oui, d'accord. Bah, la bombe est lâchée. Ah. Très bien, ça sent bon. Donc, Fin- merci Ming Sébastien. Chico et Gurman et Konak ont décidé qu'il y allait avoir un M5 sous peu. Bah, écoute, si Tim Cook nous écoute, il sera très content. Tim Cook, Et puis, si tu nous regardes. qui nous regarde, formidable. Merci à vous, Formidable, messieurs, d'avoir été avec nous. Vous étiez très dissipés aujourd'hui, j'ai trouvé. Et il y avait eu des petites Mais imprécisions. dissipé n'est pas si loin que discipliné. Oui, autant l'hiver éclate que l'hétéroclite. Je suis Exactement. absolument d'accord. Il y aura le prochain épisode, j'attends beaucoup plus de précision et d'excellence de votre part. On Vous êtes quand va même travailler, on va nos travailler cautions dur. scientifiques et moi, rappelons que je ne suis là que pour passer les plats, vous me l'avez bien fait ressentir, mais avec ce que je vous envoie dans les chicots au début de l'épisode, c'est bien mérité. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous dire en commentaire Merci. ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous voulez d'autres thèmes, si vous voulez que Locan retire sa casquette, si vous voulez que ça mette des doubles foyers, vous pouvez nous le dire et évidemment laissez 5 étoiles et un petit pouce. Ah, c'est comme ça qu'on dit sur YouTube. Moi j'ai un YouTuber, j'aime bien, il dit mettez des petits pouces pour exploser Ouais, la, tu peux la dire En barre bas, bleue. les petits pouces en Les bas. petits pouces. Abonnez-vous, mettez la clochette. La et clochette, exactement, Exactement. dans Disney. Merci à tous de nous avoir écoutés et regardés. On se retrouve très très vite, messieurs, puisqu'on va se faire un double épisode rapidement sur Apple Intelligence et il y aura quelque chose sur... Pourquoi il rigole, lui? Pourquoi... regarde la télé derrière moi. Ah Je vous oui, laisse un peu de effectivement, place. il y a eu un... Alors ça, c'est vrai que c'est le... On a mis un petit fond d'écran et puis là, c'est le placement produit... Always Ultra. Always Ultra. Le karma quelque part. Allez, on va rendre l'antenne. Merci à vous les studios, à vous Cognac G. À la prochaine. Marie, à bientôt. Des bisous.